à 4 mois du vote. Ça pose un problème de la crédibilité, de la transparence même du processus électoral. Donc il y a des soucis majeurs, hein, au-delà du fait que la CENI a fait des avancées sur le plan opérationnel et technique, mais la seule volonté de la CENI ne suffit pas. Il faut que les autres acteurs jouent leur rôle et que les acteurs institutionnels puissent rassurer ceux de l'opposition et que ceux de l'opposition aussi se sentent concernés par le processus parce que c'est le seul moyen que le peuple congolais, à travers la Constitution, s'est convenu de légitimer les acteurs institutionnels. Voilà. Donc, il est extrêmement important pour nous de dénoncer ces restrictions des libertés publiques, mais aussi d'encourager les gouvernements à éclairer la question du budget des élections. Parce qu'il ne faut pas que demain encore la CENI nous dise non, l'argent n'est pas là, malgré tout ce qu'on a fait, mais l'argent n'est pas disponible, on glisse. Ça va poser des problèmes majeurs. Mais en plus, des questions de transparence encore. Et là, la CENCO et l'ECC tiennent à ça. Et nous tenons à ça aussi parce que durant la procédure d'enrôlement, on avait dénoncé les cas de matériel sensible qui s'est retrouvé entre les mains des personnes, des particuliers. Évidemment. Et ça, c'est quand même une première dans l'histoire de ce pays. Et ça, le risque de ces matériels se retrouver entre les mains des personnes non éligibles, non concernées par ce matériel-là, ça risque de nous donner demain des votes fictifs. Ça, le risque d'avoir des matériels sensibles, c'est-à-dire les cartes d'électeurs vierges, les machines d'enrôlement entre les mains des individus, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils en ont fait, et la justice s'est tue. Si on n'a pas suivi, la CENI s'était. Donc, cette question, on l'a banalisée, alors que c'est une question capitale qui devait rassurer les uns les autres. Mais enfin, pour laisser la parole aux autres, il y a aussi un problème majeur, c'est le silence de ce président. Il a quand même dirigé le pays pendant 18 ans. C'est lui qui a lancé le processus électoral dans notre pays. On devait quand même avoir son quitus par rapport au processus actuel. Hein, mais son silence, là, quand même, laisse perplexe. Hein. C'est pourquoi il ne rassure pas. Est-ce qu'il s'est fait enrôler? Est-ce qu'il a la carte d'électeur? C'est très clair qu'on ne l'a pas vu se faire enrôler. Peut-être qu'il l'a fait d'une manière un tout petit peu. Oui, pour un acteur comme Voilà. celui-là, il a géré le pays pendant 18 ans, celui-là a déclenché le processus électoral dans notre pays, il a été le premier à nous faciliter l'alternance démocratique dans notre pays. On devait quand même avoir un mot de sa part. Alors, ça fait quand même qu'on peut présumer que l'homme aussi n'est pas rassuré par ce qui s'est fait et il ne veut pas cautionner les problèmes qu'on est en train de rencontrer pour ne pas demain être cité Finalement, parmi les... je note que ce que vous dites, c'est que, évidemment, il y a déjà des avancées, Très notamment majeur, dans les oui. processus Oui. d'enrôlement, mais c'est un processus, notamment un processus électoral, je veux dire, mais il y a un processus qui ne rassure pas finalement tout le monde et qui peut être évidemment source des conflits et des tensions juste à son aboutissement. Oui, les comportements déjà des uns des autres montrent qu'il y a déjà des soucis de tension. Quand déjà on commence à enregistrer la police contre les uns, quand on commence à bloquer la circulation des autres, ça sont des signes de mauvais signaux ou de mauvais signaux. Ah, évidemment. Voilà, ce sont de très mauvais signaux. Merci. Alors, Liévin Salluste, vous l'avez donc suivi. Euh, Oswald l'a dit, les processus a été enclenché, on le voit, mais on a l'impression que du côté de l'organe qui dirige ou qui met en place, qui organise les élections, on a l'impression que du côté du pouvoir central, du pouvoir exécutif, on veut un forcing, on ne veut aucun dialogue autour du processus, on ne veut pas insérer les critiques ou encore essayer de revenir en arrière pour pouvoir corriger ce qui peut être corrigé. Est-ce que finalement vous ne craignez pas un processus biaisé qui ne serve plutôt plus désormais ou qui ne servira finalement pas même au pouvoir en place? Merci pour la parole. D'entrée de jeu, je voulais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de rendre hommage à des milliers de Congolais qui ont péri dans la catastrophe naturelle à Calais et d'autres qui ont connu l'incendie à Founou et en Kafou et qui ont perdu leur maison. Et nous réservons une pensée pieuse à tous nos compatriotes qui ont été victimes de toutes ces catastrophes-là. Pour entrer à la question, je pense que l'élection, c'est d'abord un droit reconnu par la Constitution de la République démocratique du Congo. L'article 5 de la Constitution de notre pays le reconnaît comme un droit.
D'autres instruments juridiques parlent également de l'élection, notamment la charte africaine relative aux droits civils et politiques reconnaît que l'élection c'est un droit. Et donc, pour nous, l'élection n'est pas un cadeau qu'on a donné aux Congolais par qui que ce soit, parce que c'est déjà couché dans la Constitution. Et les processus électoral tel que proposé par la CENI, la centrale électorale de la République démocratique du Congo, c'est vraiment une réalité parce que depuis un certain temps, il y a eu des gesticulations comme quoi même l'organisation de l'identification d'enrôlement commençait déjà à être un sujet à caution pour les opposants. Mais la CENI a multiplié ses efforts pour qu'on en arrive là. Et la CENI avait donné un calendrier électoral, ça date, je crois que de novembre 2022, et certains opposants n'ont pas cru à ce calendrier. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques mois de la convocation même des scrutins présidentiels, parce que vous savez, la Constitution, à son article 73, si je ne m'abuse, dit que les mandats, donc on doit convoquer l'électorat 90 jours avant l'expiration même du mandat de l'actuel chef de l'État. Et donc, je crois que vers septembre ici, nous sommes déjà en mai, dans 4 mois, il y aura convocation du scrutin présidentiel. Dans le 25 juin, il y aura convocation déjà de l'électorat à partir, donc pour l'élection, du moins pour l'élection législative, selon l'esprit et la lettre de l'étape calendaire telle que donnée par la CENI. Et donc pour nous, en tant que parti au pouvoir, nous sommes rassurés que les délais constitutionnels va être respecté par la CENI. Et parce qu'il y a la volonté politique, le président de la République en exercice, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a montré cette volonté et a donné même des instructions claires au gouvernement Sama Lukonde de fournir des moyens à temps réel pour que ces scrutins soient organisés en respectant bien évidemment le délai constitutionnel. C'est très bien, mais donc, à quoi ça va servir de respecter les délais constitutionnels, mais carrément d'organiser des élections qui vont faire sombrer le pays dans un chaos indescriptible, par exemple? Il n'y aura pas des élections qui vont faire sombrer les pays dans les chaos. Vous savez, lorsque on s'en tient même à l'analyse de notre expert indépendant qui est dans les studios, lorsqu'il analyse l'audit du fichier électoral, lui-même il sait que cet audit du fichier électoral n'est pas une contrainte. C'est la volonté de la CENI pour garantir la transparence que la CENI a procédé à appeler les experts extérieurs pour assurer les uns et les autres. Je crois que l'opposition est en retard par rapport à l'évolution des choses. Sinon, il fut un temps, pas plus tard que le mois passé, la CENI a organisé ce qu'on a appelé une séance de porte ouverte, où tous les acteurs, tous les parties prenantes étaient invités pour venir donner leurs propositions, leurs critiques sur l'évolution de ce processus électoral. Et certains opposants, au lieu de saisir ces moments, ils ont voulu ne pas se présenter. Et aujourd'hui, lorsqu'ils doivent gesticuler pour dire que non, le processus est d'avance biaisé, moi je pense que c'est le droit qui est aussi reconnu à l'opposition de faire des contestations. Néanmoins, il faut que ces contestations se fassent dans le respect de l'ordre public, se fassent dans le respect des Congolais. Sinon, il y a eu beaucoup d'occasions où les opposants devaient donner leur point de vue. Par exemple, la CENI, lorsqu'elle a voté la loi sur les seuils électoraux,
notamment le C de représentativité et le C de recevabilité des candidatures. C'était une occasion d'or que la CENI avait donnée aux opposants de formuler des propositions concrètes, mais là encore, ils ont perdu la pédale, ils n'ont pas voulu. Pour nous, nous pensons que c'est l'opposition qui est en train de préparer les chaos, parce que lorsque nous voyons la marche qu'il a organisée la fois dernière, pour les mineurs, on va donner accès aux mineurs pour marcher avec des armes blanches. Nous arrivons à cette partie, effectivement, des tensions. Mais la question, c'est, on a vu effectivement une CENI, bien, la CENI qui a amené d'ailleurs le président Tshisekedi au pouvoir, contester, d'ailleurs comme aujourd'hui, parce que dès le départ, on a vu des contestations dès la nomination de Kadima et de son équipe. Mais la CENI a fait quand même des efforts pour rencontrer des acteurs, sensibiliser, parler, proposer, recueillir des propositions. Mais on a l'impression effectivement que nous sommes dans une sorte de fait accompli. Vous suivez le processus ou vous restez. Est-ce que ça rassure? Est-ce que le problème, ce ne serait pas, en tant que UDPS, parti présidentiel, de vous dire, nous organisons un processus qui doit être inclusif, parce que c'est très important, mais il doit... Parce que le problème, ce n'est pas seulement d'organiser les élections, mais de se dire, il faut des bonnes élections, comme on l'a dit. Nous pensons que notre classe politique doit se départir des anciennes pratiques. Anciennes pratiques expérimentées pendant plusieurs décennies dans ce pays, où lorsque on est à la veille des élections, on cherche toujours des prétextes pour amener le pouvoir à des négociations. Et aujourd'hui, lorsque eux, ils réclament qu'ils contestent même les acteurs qui sont là pour organiser les élections, ça signifie qu'ils cherchent à contribuer au glissement. Or, ils doivent savoir que le président de la République, d'abord, il est là jusqu'à l'organisation effective des élections et à l'installation effective de notre président de la République élu. Je peux donc me rappeler de ce langage que vous reniez, je veux dire, que vous refusiez à l'époque de Joseph Kabila. Je me dis, mais on a, effectivement, le pouvoir, ça donne des idées, quoi. Je vous dis, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Okay, comme si vous gouverniez pour effectivement dire aux gens, vous avez également fait ça. Non, pour l'UDPS, il n'est pas question d'augmenter un seul jour sur les délais constitutionnels. Pour nous, nous sommes en train de préparer des élections qui seront organisées le 20 décembre 2023. Et nous nous préparons à ces élections-là. Mais, malheureusement, nous avons constaté nos amis, nos partenaires politiques de l'opposition, au lieu d'appeler la population à aller se faire enrôler, ils ont plutôt les appelés au boycott. Malheureusement, cette opposition n'est pas soudée. Parce que certains acteurs, membres de cette même opposition, sont allés se faire enrôler clandestinement. Ici, vous venez même de poser la question, est-ce que celui qui est considéré comme le chef de l'opposition, même s'il ne cherche pas à s'afficher aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Tous ces Fayulu, les Moïse et consorts ne sont que là pour peut-être amuser la galerie. Mais la vraie opposition au régime de Tshisekedi, c'est Kabila. Et donc, si l'opposition organise des réunions sans tenir compte de cet acteur majeur, ça signifie c'est du bluff. D'ailleurs, quel est le candidat président de la République de l'opposition? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le candidat n'est pas connu. Nous allons y revenir, Yvan. Les candidats n'est pas Nous allons y revenir. Est-ce que Fachi est face à qui? J'ai juste envie de vous poser la petite question. Pourquoi le président Tshisekedi ne consulte même pas son prédécesseur dans les enjeux les plus sérieux, comme les élections par exemple? Si c'est l'opposant, le premier opposant, ou carrément, si vous dites, c'est celui quand même qui a remplacé, c'est celui quand même qui a été remplacé par notre pouvoir, pourquoi on ne les consulte pas? Moi je pense que nous n'allons pas entrer dans le secret des dieux.
je pense que lorsque les grandes personnalités se consultent, ne peuvent pas amener leur entrevue sur la place publique. Je pense que Kabila, c'est un sénateur à vie. Il a droit au chapitre. Il est respecté par sa classe politique, hein, qui est restée fidèle à lui. Et je crois que pour dire on ne se consulte pas, et puis ce n'est pas une contrainte également constitutionnelle. Il n'y a pas de péché là-bas. Merci Bernard Zagabé. Vous avez donc suivi les arguments des Liévin Salis, vous avez suivi Oswald de Roubacha. Et finalement, est-ce que le PPRD va se rattraper? Parce que, vous n'avez pas donné de mots d'ordre pour l'enrôlement. Les grands faucons ne se sont pas enrôlés. Est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes évidemment en marge de ces processus et que cela peut avoir des conséquences sur la moisson, évidemment, par rapport à votre parti? Est-ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui que c'est important de vous engager dans les processus ou carrément de chercher, évidemment, à ce que les choses s'améliorent en vous y impliquant? Quel regard vous faites effectivement de ces processus à l'heure actuelle, malgré les critiques ou malgré tous les mérites également liés depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Le processus n'a pas encore commencé. On attend que le processus commence. Ça, vous devez retenir. Dédé, je suis heureux parce qu'en 2016, j'ai eu le temps la grâce de me rencontrer avec vous, avec Oswald et Saliste à radio. Je pense que vous étiez encore à Radio Soleil. Moi, je disais plus que ce qu'il est en train de dire. Évidemment. Et ces jours-là, on avait reçu des conseils provenant de notre aîné, Oswald, qui nous avait dit, mais à un certain moment, il faut éviter d'être trop arrogant, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Quand je suis en train de voir sa liste parler, je comprends. Il n'a jamais participé à l'organisation des élections. Nous avons organisé les élections, non pas seulement en 2006, en 2011 et en 2018. Lui, il est en train de se dire, je suis déjà arrivé. Et donc, j'ai le bateau de commandement. Mais il ne sait pas se dire pourquoi les élections n'ont pas eu lieu en 2016. Pourquoi les élections n'ont pas eu lieu en 2016? Parce qu'on avait tout. Le FCC avait tout. Mais pourquoi on a été bloqué en 2016 à ne pas organiser les élections? C'est parce qu'il y a eu des contraintes. Et quand on parle de contraintes, on fait allusion aux contraintes politiques, contraintes sécuritaires, contraintes budgétaires. Il parle avec arrogance, mais il ne nous dit pas quelle est leur lecture par rapport aux contraintes politiques, aux contraintes budgétaires, aux contraintes sécuritaires. Déjà, si nous devons parler de contraintes sécuritaires, vous êtes sans ignorer que et l'Est de la République démocratique du Congo et l'Ouest au travers la ville-province de Kinshasa, ce n'est pas moi qui l'ai dit, les rapports sécuritaires ne nous rassurent pas. Et donc, personne ne peut nous dire dans 5 mois s'il contrôle tout ce qui se passe. Mais dans l'entretemps, vous avez suivi ce que le président de la République a dit à chose en Chine, quand il accuse Kabila de n'avoir pas préparé la police. Une manière de nous dire qu'il n'a pas une police capable de sécuriser le processus électoral. Comment vous allez nous amener aux élections sans une police capable de sécuriser le processus? Parce que c'est vous qui avez pris le courage en Chine de dire que vous avez hérité un pays avec une police biaisée pendant 18 ans où on recrutait les jeunes, on leur dotait seulement des tennis. Et donc vous avez applaudi hier l'armée et vous venez encore une fois de cracher sur le service de sécurité qui devrait au moins nous rassurer que les contraintes sécuritaires pouvaient être rassurées. S'agissant de contraintes politiques, je concède à nos amis, vous êtes sans ignorer que nous ne sommes pas impliqués dans le processus. Et on n'est pas dit, comme vous êtes en train de le croire. Nous ne sommes pas en train de nous battre pour accéder au pouvoir. Nous sommes en train de nous battre pour le Congo. Nous nous battons aujourd'hui, on va continuer à se battre parce que
le débat a commencé au travers de l'installation des acteurs. Kadima est entré, il n'y a jamais eu consensus au niveau de la société civile pour l'installation de Kadima. Vous êtes sans ignorer que c'était un défi. C'était d'ailleurs du banditisme. Parce qu'on a vu les militants de l'IDPS venir se battre pour l'installation de Kadima. Depuis quand le parti au pouvoir devrait venir avec des machettes, avec je ne sais pas n'importe quoi, pour venir imposer l'installation de Kadima. Manara est là au compte de qui? Il a réussi le mandat de qui? Le PPRD s'est retiré parce qu'on a vu un acteur sans mandat au préalable du président du parti, ni du secrétariat général du parti, aller représenter le PPRD qui du reste est majoritaire au Parlement. Si nous devons rester seulement dans le débat des textes, désignation des acteurs de la CENI, qui a désigné Manara? Parce que le PPRD n'a jamais désigné le vice-président, le premier vice-président de la CENI. Le PPRD n'a jamais donné son quitus. Nous attendons qu'on nous demande l'accréditation de notre représentant à la CENI. C'est ce que nous attendons. La nomination de Bruno Tshibala comme premier ministre. Et maintenant, est-ce que lui peut nous dire, notre ami de l'IDPS, il peut nous dire qui a donné mandat à Manara? Il n'est pas capable de le dire. À partir du moment où nous sommes majoritaires au Parlement, la loi nous réserve le droit d'être représentés au bureau de la CENI. Vous n'avez pas accepté ou vous ne nous avez pas laissé le temps de vous donner notre candidat. Nous considérons que cette CENI-là ne nous engage pas. Et nous attendons jusqu'aujourd'hui qu'il y ait installation du bureau de la CENI. Et là, on est catégorique. On ne rentre pas là-dessus. Nous sommes sans ignorer comment les amis ont violé la procédure pour l'installation de la Cour constitutionnelle. Et on continue à dire que cette Cour constitutionnelle ne nous rassure pas. C'est parmi les deux préalables. Les autres opposants qui se sont fait enrôler, mais après, ils se sont rendus compte qu'on avait raison. Ils nous ont rejoints dans la lutte. Seulement, eux, auparavant, ils pensaient qu'ils avaient affaire à un enfant de cœur, quelqu'un de bonne foi. On peut causer avec lui, on va harmoniser les choses. Mais ils sont en train de se rendre compte que non, l'autre est décidé d'y aller jusqu'au bout. Et ils se sont ressaisis pour nous rejoindre dans la lutte, de dire non, nous devons d'abord nous mettre à table pour nous rassurer. Donc finalement, vous n'êtes pas dans le processus, on le comprend, mais qu'est-ce qui va arriver? Au fait, comment ça va se passer? La lutte pour le Congo ne signifie-t-elle pas, finalement, on lutte pour également des élections parce qu'on s'est convenu à Sun City que plus jamais la guerre, et finalement, nous devons gagner ou accéder au pouvoir par les urnes? On vient de terminer 5 ans avec des assemblées provinciaux. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire au Sud Kivu, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on est fier d'avoir une assemblée provinciale non respectée, non considérée, qui ne participe à rien par rapport à la gestion? Il y a des débats que nous devons d'abord engager entre nous. Parce que aller aux élections, c'est une chose. Mais nous y allons comment et pour quel résultat? Et donc, on était en train de parler de contraintes politiques. Ce n'est pas de la blague. Lui, il est en train de dire que c'est du droit des opposants de marcher, de faire du n'importe quoi. Mais il doit se dire comment nous, on avait perdu le pouvoir. C'est la première question que les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent se poser. Les Katumbi que vous négligez aujourd'hui, les Fayoulou que vous négligez aujourd'hui, les Matata que vous négligez aujourd'hui, ils vont vous faire partir. Parce qu'il fallait nous poser la question. C'est que ces gens-là nous ont fait. Vous pouvez être fort, mais vous ne le serez jamais plus que nous. Vous pouvez être fort, je vous le concède, mais vous ne le serez jamais plus que nous. Donc ce que vous leur dites, c'est ils vont vous faire du mal. Attention. À un certain moment, à un certain moment, il faut se dire stop. Regardons un peu qu'est-ce qui se passe. Si nous devons rentrer un peu dans la qualité du travail, comme l'expert l'a dit ici, regardez seulement les cartes d'électeurs qu'on nous a dotées. Je vous mets au défi, vous tous dans ces studios, présentez vos cartes d'électeurs ici. Je ne vois pas
l'un de vous qui va aller aux élections sera assurant que son nom sera lu. Sa figure sera là. Sa figure sera là où son nom sera lu. Je vous mets au défi. Juste à partir de la production, la qualité des outils que la CENI est en train de nous produire, ça crée déjà un problème. Comment vous pouvez vous imaginer que vous demandez aux gens d'aller se faire enrôler, vous produisez des cartes d'électeurs, après 15 jours, ces cartes d'électeurs-là se fassent. Et vous vous dites, vous êtes rassurés que tous qui vont aller aux élections, ils seront capables d'être repérés à partir de leur carte d'électeur. Parce que la loi dit, vous devez être bien identifié. Quand vous venez voter, on doit s'y rassurer que réellement c'est vous. À part ça, est-ce que vous savez qu'il y a que des circonscriptions qui ont été élaguées? Vous ne pouvez pas nous expliquer aujourd'hui, vous reconnaissez la ville d'Uvira, vous reconnaissez la ville de Kamituga, vous reconnaissez la ville de Baraka, vous dotez ces villes-là des animateurs, il y a tout l'arsenal juridique reconnu par les institutions, il y a des taxes que vous percevez, mais vous refusez de reconnaître ces entités-là comme des circonscriptions électorales. Ça crée un problème. Parce qu'aujourd'hui, en guise de quoi vous pouvez nous dire que les habitants ou les électeurs de la ville d'Uvira sont obligés de quitter leur circonscription naturelle au travers la délimitation administrative de leur entité pour aller voter dans le territoire d'Uvira. Ça crée un problème. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Regardez un peu la problématique de la ville de la province du Nord Kivu. Quand vous regardez le nombre de sièges par rapport à la problématique sécuritaire et au nombre de déplacés, ça amène quand même à se poser de questions. Autant de problèmes. Donc au-delà du problème politique, on se rend compte que Kadima est en train de faire, il est en train de jouer le tout pour tout. On dirait que Félix se rend compte qu'il risque d'être en difficulté par rapport à la légalité, parce qu'il est déjà en difficulté par rapport à la légitimité. Et il s'est dit, je fais tout d'abord pour passer quel que soit le prix, et je négocie après. C'est sur cette ligne que les amis sont en train de jouer. Mais, moi je reste sur la ligne de mon chef. Joseph Kabila. Je reste sur la ligne de mon chef. Nous ne sommes pas concernés par ces élections. Moi, Zagabe, je ne suis pas concerné. Je ne suis ni électeur, je ne suis ni éligible, parce que je ne peux pas participer aux élections biaisées au départ. Ce n'est pas seulement moi. C'est pas seulement moi. Et nous ne sommes pas des acteurs négligeables. On n'a pas géré ce pays pendant 18 ans pour le plaisir de le faire. Les amis peuvent décider de nous humilier, de nous zapper, comme on a l'habitude de le dire, mais ils doivent se rassurer que par rapport au débat électoral, après avoir organisé 3 fois les élections dans ces pays, nous ne pouvons pas ne pas manquer non seulement l'information, mais aussi comprendre les enjeux qui concernent les élections. Qui entourent l'organisation. Et donc, regardez par exemple aujourd'hui, un candidat du Trump de Matata qui devrait se rencontrer avec les étudiants, on l'a bloqué à Kikwiti, je pense, à ne pas se réunir. Pendant que d'ici le 25 juin, les partis doivent déjà commencer à déposer leurs candidatures. Si Matata est allé se consulter avec les étudiants pour préparer les listes des candidats de son parti, mais il n'a même pas droit de rencontrer les membres de son parti. Comment vous allez lui rassurer qu'il va battre campagne aisément? Donc, il y a un problème et je pense qu'ils sont agités aujourd'hui, mais à partir du fin juin, la tension va monter et je reste convaincu que l'avenir du Congo ne dépend pas du parti au pouvoir. Nous ne sommes pas des locataires dans ce pays. Merci. Nous sommes des co-gestionnaires. Donc, quoi qu'il arrive, on va les bloquer. Merci, Bernard Zagabe.
Oswald de Roubacha, vous êtes effectivement un observateur de ces élections, depuis dans les négociations d'ailleurs politiques en République démocratique du Congo, vous avez été présent. Est-ce que finalement, vous ne vous dites pas, ça a toujours été le cas en cette période électorale, ou quand même vous dites, c'est quand même flagrant en ce moment? Oui, merci pour la question. Je crois quand même qu'il y a des données nouvelles qui devaient plutôt nous ramener à être plus sages. Le pays vient de très loin. Mais quand Joseph Kabila quitte le pouvoir, il a laissé un pays. Évidemment. Et à l'époque, on parlait déjà de démocratie, élection et prime scolaire. On ne parlait plus de la guerre. Mais aujourd'hui, nous parlons de la guerre. N'est-ce pas? Quand Kabila quitte le pays, il n'y avait plus de troupes étrangères, des armées, des États étrangers dans notre pays, à part mission des Nations Unies. Nos jours, vous en avez combien? Vous comprenez? Donc, je crois qu'il y a lieu d'être un peu sage. Je suis content, effectivement, comme Bernard vient de le rappeler, nous étions encore une émission à 3 comme ça chez vous. Je me rends compte que le discours a changé. Le discours que j'avais, Zagab, à l'époque, c'est lui qui détient l'UDPS aujourd'hui, à travers notre co-débatteur. Avec des nuances, bien sûr. Parce que moi, Zagab, il a l'expérience pour avoir organisé les élections, parti au pouvoir. Évidemment. Et l'UDPS, c'est la première fois, n'est-ce pas? Et je crois qu'elle a quand même à apprendre. L'UDPS à apprendre. Malheureusement, je crois qu'il y a quand même un comportement au sein des partis au pouvoir comme citoyen, que je regrette. Alors, il y a des problèmes. Je viens de citer la question sécuritaire. Aujourd'hui, nous avons des armées étrangères. Comment on doit avoir les votes qui relèvent de la souveraineté d'un peuple en présence des armées étrangères, invitées et non invitées? Vous comprenez? Alors, ça c'est un. Deuxième chose, les contraintes politiques qui restent de grande importance. Évidemment. Tous nous avons suivi comment la majorité parlementaire était récomposée en pleine législature. Ça a été le plus grand coup de Félix Soussemane-là. Récomposer une majorité. Ça se paye cash en politique. Évidemment, récomposer une majorité sans passer par les élections. Ça se paye cash en politique. En politique, ça se paye cash. Malheureusement, c'est le peuple qui est en pâtit. Donc, cette récomposition, récomposition de la majorité parlementaire, c'est poursuivi dans les provinces. Et les sites qui prenaient la victime aujourd'hui. Vous avez des institutions aujourd'hui pratiquement en déliquescence dans notre province. Et les gouverneurs, 4 émotions, cours constitutionnel, et puis rapport IGF qui discrédite tout. À côté, vous avez l'Assemblée provinciale, on ne sait pas si ça existe encore. Donc, tout ça, c'est la conséquence de ce qui est parti de Kinshasa, au niveau national, de la récomposition de la majorité parlementaire. Et toutes les provinces aujourd'hui sont en difficulté. Évidemment. Alors, à part ça, même si le plan même des élections, Bernard vient de l'évoquer, nous avons le décret du Premier ministre qui érige les nouvelles entités en villes et communes, n'est-ce pas? Et la loi est claire, la Constitution est claire. Un territoire, une ville sont des droits de circonscription. Et donc, Ouvira, par exemple, devait être une circonscription. Évidemment. Et pourquoi on évite? Alors que le décret est là. Si le décret dérange, qu'on l'abroge ou qu'on l'améliore. À défaut, appliquez-les. Pourquoi toutes ces entités-là, devenues villes ou communes, ne sont pas devenues des circonscriptions de manière automatique? Ce sont des problèmes majeurs qu'on essaie de connaître. Est-ce que finalement, si vraiment nous sommes dans un pays avec une justice indépendante, un citoyen ne peut pas se réveiller le matin et aller en justice pour dire que nos élections n'ont pas été inclusives parce qu'il y a des circonscriptions finalement qui n'ont pas été prises en compte? Non, c'est tout ça le problème. Pourquoi appliquer les textes légaux du pays de manière sélective? Pourquoi? Pour la sélection des lois. Le décret du Premier ministre en force de la loi, ça doit être appliqué. Pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi? Donc, c'est autant de problèmes majeurs. Et quand j'ai évoqué la question d'audit, oui, l'audit, ce n'est pas une obligation légale, mais c'est une bonne pratique électorale. Et ça a été imprimé par Malou Malou. C'est Malou déjà en 2006 qui avait dit non, on vient de finir les fichiers électoraux, donnons la chance à un extérieur de nous dire si notre fichier électoral est rassurant. Évidemment. N'est-ce pas? En 2011, le passé Moulounda l'a répété, en 2017, Nang aussi l'a fait, pour rassurer les uns les autres. Mais l'actuel audit qui a été fait, ça n'a rassuré presque qu'une partie de l'opinion publique. Comprenez? Non seulement la procédure du recrutement de cette équipe pluridisciplinaire, mais aussi les temps qu'ils ont passés, des jours.
pourquoi cette rapidité? Pourquoi cette vitesse? Évidemment. Donc, comme si, donc- comme s'il y avait déjà un audit Donc, préparé. on se Cela- pose des questions. Moi, je viens de Kinshasa, j'étais invité c'était le lundi. Je devais être à l'hôtel Béatrice lorsqu'on présentait les rapports d'audit ce lundi. Bon. C'est posé c'est quand même préoccupant, hein? C'est quand même préoccupant cette histoire des rapports d'audit. Voilà, donc, qui peut nous rassurer que ce qui est dedans, hein, dans ces fichiers, reflète la réalité? Regardez, en 2006, il y avait combien d'électeurs? Nous étions autour de 19 millions d'électeurs. En 2011, on est allé à 30 combien de millions d'électeurs? Donc, plus de 10 millions s'étaient ajoutés. En 2017, on est allé à 43 millions. 41 millions, 42 millions. Donc, combien encore? 10 millions. Mais juste combien? C'est 3 millions, hein, de plus seulement. Pourquoi cette faiblesse dans la progression démographique? Beaucoup des autres qui n'ont pas Pourquoi ça? Comprenez? Donc, l'expérience a démontré qu'à chaque cycle, vous avez autour de 10 millions de nouveaux électeurs. Les nouveaux électeurs. Et aujourd'hui, de 2017 à 2023, Parce que déjà, On a pas- ça posait problème dans le rajouté processus d'enrôlement. Il y a eu, Donc, évidemment, et en plus, on a de 5 pays à l'étranger. évidemment. Mais voilà pourquoi on est dans cette faible progression. Pourquoi? Dans ce cycle-ci. Donc, le fichier l'audit n'a pas répondu à toutes les bonnes questions. Enfin, toutes les bonnes questions. Tu devais nous expliquer pourquoi ça? Parce que quand on fait l'analyse des travaux d'audit, le premier travail à faire, le premier élément d'analyse, c'est l'environnement électoral. Et c'est là qu'on devrait expliquer pourquoi il y a ce déficit démographique dans la progression dans cette cycle de la CENI. Vous comprenez? Et on n'a pas donné réponse à cette question-là. Donc, est-ce que l'audit a répondu à toutes les bonnes questions pour rassurer toutes les parties? Vous comprenez? Donc, il y a des problèmes majeurs, il y a des soucis majeurs. La seule volonté de la CENI ne suffit pas. Et pourtant, la CENI encore pose problème de confiance. Évidemment. Pour l'instant, jusque-là. Et la CENI et la constitutionnelle posent la question de confiance. Vous comprenez? Et l'élection, c'est d'abord la question de la confiance. Parce que les gens qui doivent être élus sont les représentants du peuple. Et vous savez que toutes les guerres que notre pays a connues ont pour, entre autres causes, la légitimité des élus. Et si, regardez aujourd'hui comment nous comportons devant nos élus. Pourquoi? Parce que on les choisit matin, midi, soir. C'est-à-dire qu'ils ont une faible légitimité parce que le peuple n'a pas beaucoup de confiance à ces élus-là. Et c'est pour ça qu'on disait, mais l'équipe actuelle devait quand même rassurer les gens de manière à améliorer la légitimité des élus auprès du peuple. Et on a l'impression que ça va être très difficile On a cette année. l'impression que les choses ne vont pas dans ce sens-là. Parce que Est-ce qu'il existe pour l'instant des étapes quand même positives? Est-ce qu'il existe à l'heure de toutes les étapes, est-ce qu'il y a des points positifs en tant qu'analyste, en tant qu'expert, que vous avez pu détecter vraiment positifs, où on peut se dire c'est rassurant pour l'avenir dans ces processus? je viens de dire, hein, quand j'ai commencé à dire il y a des avancées majeures. Mais oui, mais ces avancées, Malheureusement, elles sont obstruées par un certain nombre de faits. D'autres politiques. Parce que finalement, les avancées ne sont juste que sur l'étape du calendrier. C'est-à-dire que je ne voulais pas prendre la parole de Bernard. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se dit tout et tout, tout ce qui parle, bon, c'est tout en nous. C'est un peu ça l'impression. Parce que, comme tu as dit ta question là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de. Non, c'est-à-dire, le gouvernement, le président de la République, qu'est-ce que signifie gouverner? Gouverner, ça ne signifie pas gérer, hein. Gouverner, c'est écouter aussi. Écouter davantage. On a l'impression, je vais d'ailleurs poser Autrement dit, au sommet de l'État, on a besoin de la sagesse, écouter. On peut se dire, attention, on ne veut pas aux élections pour les élections. On va aux élections pour qu'après il y ait apaisement. On va aux élections pour qu'après il y ait une bonne gouvernance du pays. Mais si on sent qu'après les élections, ça risque de claquer, quelqu'un qui gouverne, qui sait prévoir, peut se dire arrêtons, parlons. Prenons une semaine, 2 semaines, parlons entre nous. Parce que les pays nous appartiennent tous. Où se trouvent les problèmes pour qu'on avance ensemble. Vous comprenez?
C'est cette question, cette sagesse-là qui semble faire défaut aujourd'hui. Vous comprenez? Et Bernard l'a rappelé, pourquoi on rappelle les élections en 2016? Il y a des problèmes. Et on s'est dit, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. On a trouvé un terme propre congolais qui n'existait même pas en français, glissement. Évidemment. C'est pas français, il paraît. En français, on parle de glissade. Mais le Congolais a trouvé une expression, glissement. Mais en réalité, il y avait des contraintes majeures. Et parce que les uns qui veulent aller vite au pouvoir et les autres qui tiennent à y rester, il y a cette bataille, une bataille rangée. Et la vérité est sacrifiée. La réalité est sacrifiée dans cette bataille rangée. Et je crois que quand même à l'époque, il y a eu cette sagesse-là, dit non. Protégeons notre pays. C'est un patrimoine commun. Conséquence, on est en 2018 dans la tranquillité. Et il y a eu une alternance pacifique. Qui allait ramener l'opposant au pouvoir. Il faut le dire. Vous comprenez? Malgré toute... Alors qu'en 2006... Suivez toutes ces critiques autour du processus électoral. Est-ce qu'il vous arrive, vous, en tant que parti au pouvoir, de vous dire est-ce que c'est la bonne voie que nous avons empruntée? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que finalement, ces manques de dialogue à partir du sommet, parce qu'on voit un président de la République, nous avons un président de la République qui finalement, pour nombreux, est devenu un président clivant. Il suit, ne serait-ce que les points de vue de sa famille politique, et tout ça, il met un pays entre opposants et majorité, sans penser à tout le pays qui devrait diriger, c'est-à-dire il faut nous mettre d'accord sur ce que nous devrions faire pour la suite et pour le processus électoral apaisé. Et vous savez, écoutez, dans le monde entier, il n'y a jamais une élection qui attire l'unanimité de tous les acteurs. Partout dans le monde, il y a toujours une infime partie qui n'est toujours pas contente du processus. Et donc, nous n'allons pas laisser notre peuple dans le pessimisme béant que développe notre ami expert Oswald dans ses studios. Je voulais rassurer notre peuple qu'on est dans les bons. Nous félicitons notre peuple de s'être mobilisé pour aller se faire enregistrer, se faire identifier, se faire enrôler jusqu'à atteindre un score qui n'est pas très loin du score attendu par la CENI. La CENI attendait 49 millions, plus de 49 millions. Et aujourd'hui, après avoir élagué toutes les irrégularités, nous en sommes à 43 millions et plus. Et donc, notre peuple n'est pas en train de suivre les sirènes des soi-disant oppositions. Lorsque Bernard, qui nous dit ici, qui dit à notre peuple que ils ne sont pas concernés par l'organisation de cette élection, il va aller même très loin pour critiquer une carte que lui ne détient même pas. Il a parlé d'une carte, de la carte d'électeur que nous avons ici. Mais cette carte, heureusement je suis devant les caméras, la carte est claire. Cette carte est claire. La photo est visible. Hein? Tous les faciès de cette carte, en tout cas, ça inspire... La question qu'on se pose, c'est jusqu'à quand elle va rester... Ça inspire l'authenticité. Okay. Et lui, lorsqu'il n'a pas ces documents, il n'a qu'à supporter et pas continuer éternellement à tromper ses peuples. Vous savez, on dit on peut tromper un peuple un jour, une partie du peuple tous les jours, et pas tous les peuples tous les jours. Et donc, pour nous, nous pensons que le processus électoral tel que proposé par la CENI, c'est un processus qui a été qualifié de crédible par les experts tant nationaux qu'internationaux. C'est un processus qui est fiable et qui inspire la confiance des Congolais, non seulement des Congolais, mais également de tout le monde. De tout le monde. Et donc, si le PPRD n'a pas tiré la leçon du boycott de l'UDPS en 2006, parce que ils sont à la première expérience.
Le premier parti politique de l'opposition qui avait été victime du boycott, c'est l'UDPS. En 2006, l'UDPS a boycotté tous les processus. Est-ce que ça a empêché la centrale électorale de l'époque d'organiser les élections? Et non. La réponse, c'est non. Et donc, pour eux, ils pensent qu'ils vont continuer à prendre éternellement les Congolais, ces Congos en otage. Lorsque eux, ils ne veulent pas des choses, ils doivent inciter tous les Congolais à ne pas les accepter. Non, ces pays n'appartiennent pas à une infime, encore que c'est une infime partie des aigris du PPRD. La grande partie de vrais cadres du PPRD sont allés se faire enrôler. On ne doit pas perdre de pédale. Ici, dans ce studio, ce n'est pas un cadre approprié pour formuler des critiques. La vraie politique, c'est débat dans des assemblées nationales. Le PPRD a encore des députés au sein de l'hémicycle national. C'est ça en fait la question. Bernard s'est posé cette question. Effectivement, Liévin, Bernard a posé la même question évidemment. Qu'est-ce qui nous reste effectivement de ces assemblées? Qu'est-ce qui nous reste effectivement de ces cadres de débat en République? Est-ce que finalement on n'a pas remplacé les institutions par des espaces clivants, des espaces des partis politiques? Effectivement, et parce qu'on le sent, on sent que les débats démocratiques a cédé la place à des acclamations justement pour avaliser des décisions politiques justement décidées un peu plus haut. Il est facile de perdre le pouvoir, mais pour les récupérer, ce n'est pas toujours facile. Je voulais vous dire ici que l'UDPS est déterminé à conserver ce pouvoir jusque même au retour de Jésus. Vous l'avez déjà dit. Et donc, c'est une conviction et que Bernard doit prendre son mal en patience et attendre même, faire même 40 ans dans cette opposition-là et pour avoir la maturité nécessaire à savoir que le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'argile. C'est ce qui signifie évidemment parce que c'est... Le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'argile. Et nous savons que face à nous, nous avons des gens qui ont l'obsession de trouver le pouvoir dans la violence parce que le PPRD c'est un parti qui est issu de la belligérance et pense qu'ils vont encore perturber la bonne marche de la République à quelques mois de l'organisation du scrutin. Et nous disons, nous, sans embâche, que ils vont nous rencontrer sur leur chemin et ces élections seront organisées bel et bien dans le délai constitutionnel. Mais parce qu'il a... J'ai posé une courte question avant que je lui donne la parole. Vous avez effectivement parlé des cadres de dialogue. Est-ce que finalement, on a toujours des cadres de dialogue en République démocratique du Congo, que ce soit dans les assemblées? Si on commence à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales, est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous sommes devenus, ces chambres sont devenues des chambres, évidemment, où on acclame le pouvoir au lieu que les débats démocratiques soient menés? Sinon, comment vous expliquez que tout ceci se soit passé et que on n'ait pas senti véritablement un vrai débat démocratique dans les assemblées provinciales, dans les assemblées nationales, dans l'Assemblée nationale, ou carrément encore, même au sein de la CENI finalement? Mon cher Honneur, nous devons nous départir de ce qu'on appelle la philosophie politique. C'est dans la philosophie politique où on dit ce qui devrait être. Nous sommes dans la sociologie politique, où la politique se définit au présent. Les faits présents montrent que nous avons en RDC une Assemblée nationale qui tient les débats à l'interne. Et les gens qui se mettent à l'écart de ces débats vont revoir leur logiciel, ont encore à revoir leur logiciel parce que la machine électorale est en marche en République démocratique du Congo. Merci Liévin, merci Bernard Zagabé. On va l'entendre sûrement vers la fin de cette émission, mais la question, je l'ai posée à Liévin, également vous, à votre niveau, en tant qu'opposition aujourd'hui, hors processus électoral, parce qu'il y en a effectivement que nous allons recevoir la semaine prochaine qui sont eux impliqués dans les processus électoraux. Est-ce que finalement on ne peut pas se dire que Oswald l'a évoqué, ça se paye cash en politique, ces erreurs? Est-ce que les erreurs que vous avez évidemment commises ne se répercutent pas aujourd'hui sur votre lutte politique ou sur vos partis politiques respectifs
dans le cadre du FCC. Et si finalement, vous pensez qu'au-delà, évidemment, de cette méfiance entre vous, acteurs, est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons encore avoir en commun, à sauvegarder en commun jusqu'en décembre 2023? Nous n'avons que le Congo à sauvegarder entre nous. Vous savez, moi j'aime votre manière d'orienter le débat. Parce que nos amis sont habitués à des émissions où on perd des vies. Et on nous amène dans des débats qu'on va attendre jusqu'à ce que Jésus rentre. Il oublie que les autres ont évoqué les débats. Les autres ont dit... hein? Écoutez, le débat était clair. Vous avez posé des questions claires. Salis n'a pas été à la hauteur de répondre. Je ne veux pas qu'il nous ramène dans des débats habituels de Bukavu. L'expert Oswald a évoqué des contraintes claires. Je voulais qu'il puisse nous dire pourquoi Uvira n'a pas été prise en compte. Au lieu de nous dire nous sommes ici et que vous devez rester à l'opposition jusqu'à 40 ans, tous les politiciens ne sont pas les plus heureux. Je ne vois pas qu'est-ce que Oswald peut envier à quelqu'un de l'IDPS. Tu vois un peu. Tous les députés ne sont pas les plus heureux. On peut le voir actuellement. Comment c'est difficile d'être député. Je suis éleveur, mais je peux être plus heureux qu'un député. Donc pour mon ami qui ne comprend pas la place du peuple, dans tous ces débats que nous sommes en train d'évoquer ici, nous nous retrouvons à Uvira maintenant. Il est 17h30. Ces électeurs d'Uvira qui ne sont pas positionnés par rapport à leur circonscription électorale, même les électeurs de l'IDPS, parce que l'IDPS devrait avoir des députés de la circonscription électorale d'Uvira. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est ça le débat dans ces studios. Parce que c'est une entité légalement reconnue et la loi reconnaît à ces gens-là le droit d'avoir une circonscription électorale. Ils ont des subventions. Ils ont des dotations. C'est une institution légalement reconnue. Mais pourquoi ça n'a pas été reconnu comme circonscription électorale? J'aurais voulu que ça lisse. Parce qu'au niveau de leur parti, ce sont eux qui ont le ministère de l'Intérieur. Ils devraient être à la hauteur de nous prouver avec des éléments vifs et au lieu de nous amener dans le débat. Nous allons aux élections pour la première fois avec une partie du pays sous occupation. Vous êtes en train de vous battre pour le pouvoir, mais nous nous battons pour la souveraineté nationale. Nous sommes prêts à rester à l'opposition, mais pourvu que le Congo reste indivisible. Si vous voulez rester dans le pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais Kabila, avant de partir, avait dit, écoutez ma passion. Sa passion pour le Congo et pas sa passion pour le pouvoir. Restez dans vos passions de pouvoir. Mais il y a un électeur qui s'est enrôlé à Goma parce que Bunagana était occupé. Cet électeur est déjà rentré à Bunagana. Parce que les zones occupées par les M23, on nous dit qu'il y a des gens qui sont déjà en train de rentrer, de retourner dans ces zones occupées par les M23. Qu'est-ce qu'on va faire de ces électeurs? Cette entité-là qui n'est pas concernée par les élections, le président qui va entrer au pouvoir, en prêtant serment, il sera contraint d'aller récupérer Bunagana ou pas? Parce que vous n'allez pas nous dire que depuis que les élections s'organisent au Congo, il y a un moment où vous nous avez vu organiser les élections avec une partie du territoire national occupée par des armées étrangères. Arrivez un peu à Goma, vous êtes une maison de presse très bien reconnue. Arrivez un peu à Goma, vous allez voir des mercenaires blancs qui utilisent la logistique FARDC. Vous circulez partout à Goma, vous n'allez pas voir les militaires FARDC. Presque tous les hôtels de Goma sont occupés par, on ne sait pas, sont des militaires de quelle nationalité. Mais on voit plusieurs militaires étrangers dans la ville de Goma qui utilisent
la logistique et FARDC. Nous sommes dans quoi? Sécuritairement parlant, on devrait être quand même, ça risque devrait être quand même à la hauteur de nous dire qu'est-ce qui se passe. J'apprends qu'il y a des hôtels à Bukavu qui sont en train aussi d'être pris par ces courants qu'on ne sait pas jusque-là, sont des mercenaires. Est-ce que la MONUSCO? C'est quoi? C'est quoi au juste? Nous sommes où? C'est parmi les contraintes que l'expert a évoquées. Contraintes sécuritaires. On est en train de voir les gens arriver. On ne sent pas le débat au niveau du Parlement. Quand ces gens-là entrent dans notre pays, est-ce qu'ils viennent dans quelle mission? Parce que ce débat-là n'a jamais été évoqué au Parlement. Au même moment, Bernard, parce que comme je le dis, on est en train d'aller à la fin de l'émission. On a vu des manifestations publiques aujourd'hui à Kinshasa, étouffées, réprimées dans les sangs, par exemple, pour certaines. Est-ce que nous ne revenons pas à une étape très dure? Il ne faut pas diluer ni atténuer. On a vu des gens habillés en tenue de la police avec de machettes à Kinshasa. Une milice organisée par un parti au pouvoir. Ça, c'est très grave. Si j'étais Félix, j'allais quitter l'UDPS. Ils sont en train de s'amuser. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. On a vu les gens tabassés, les journalistes tabassés à mort. Je ne veux pas rentrer dans tout ça. Parce qu'au moins la communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne, ils ont récolté les données. Et ils ont brandi avec des preuves. Les amis de l'UDPS n'ont pas menacé les manifestants en cachette. Parce qu'il y a des images qui les identifient. Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Vous avez vu ce qu'ils ont fait quand ils ont décidé de faire partir Mabunda. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Et donc, pour moi, j'estime que les élections, c'est possible. Les élections, c'est normal. Mais c'est dans quel environnement? Il dit qu'à notre niveau, que nous le voulions ou pas, il y aura élection. Le FCC n'est pas sur cette ligne-là. Nous sommes en train de nous occuper de l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est tout ce que vous n'êtes pas à la hauteur de comprendre. L'avenir du Congo ne dépend pas de ces élections-là que vous êtes en train de vouloir organiser. L'avenir du Congo ne dépend pas de ça. Moi, je vous rassure qu'avec ou sans l'UDPS, il y aura des crispations du climat politique. Ils comprendront en retard. Ils oublient qu'en 2016, il y a eu dépôt de candidature. On a vu les gens déposer des candidatures dans cette ville de Bukavu. Il ne s'est jamais posé la question où est parti cet argent. Il doit se poser la question. En 2016, il y avait eu des dépôts de... 2015. En 2015, il y avait eu des dépôts de candidature. Mais comment ce débat-là s'est clôturé? Et donc, pour moi, je reste constant et convaincu que les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, surtout que c'est la première fois, ils ont droit de s'agiter comme ça. Mais les décideurs de ce pays, ils sont en train de se parler. Merci. Ils sont en train de se Merci parler. Bernard. Et les gestionnaires vont suivre les jeux. Ok, merci. Eh bien, Oswald de Obacha, vous suivez donc cette nuance entre gestionnaire et décideur. Vous suivez ces jeux de mots entre Saliste et Bernard Zagabé. Eh bien, ce climat politique, il n'est pas nouveau en RDC. C'est presque la même chose depuis le début. Vous avez dit, effectivement, il y a de nouveautés. Mais quels sont les risques si nous allons vraiment jusqu'au bout de ces processus avec un tel climat de contestation né désormais, parce que depuis la prise du pouvoir ou depuis le changement de majorité, on a senti que le climat politique, il s'est détérioré, la situation politique ne s'améliore, effectivement, je vais dire, la confiance entre politiques, elle est devenue presque introuvable, inexistante. Les institutions de la République fonctionnent à peine finalement, parce que on se rend compte que c'est désormais l'union sacrée ou rien, ou carrément UDPS ou rien. Est-ce que si nous allons aux élections dans ces climats politiques, ça ne risque pas d'être très très dangereux pour le pays? Et quelles sont les solutions que vous proposez, vous, à ce niveau? Oui, merci beaucoup. Je voulais dire à notre collègue de DPS que nous, on n'est pas là pour prêcher l'apocalypse.
Personnellement, pour ça, on voit vraiment que nous avons des élections, nous prêchons toujours le chapelet des élections. Parce que c'est la volonté de la Constitution. Mais les élections, oui, pour avoir quoi après? Nous avons un patrimoine qu'il faut protéger. Le pays vient de très loin, de très très loin. On a tendance à l'oublier aujourd'hui. C'est qu'il y a une génération qui est née après 2000, qui pense que, bon, avant c'était les paradis, alors que on était à l'enfer. C'est après 2000 qu'on commence à voir un peu plus la lumière. Si aujourd'hui on parle de la République démocratique du Congo, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait des gens qui acceptent de se parler. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté de se parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons l'unique pays. Rappelez-vous déjà qu'avec l'accord de Lusaka en 1999, le pays était balkanisé. Parce que l'accord de Lusaka a donné le pouvoir d'effet à 3 capitales dans notre pays. Goma pour les RCD, Adolite pour Bemba, et Kinshasa pour Kabila, Beni pour Nyamwisi. Ça c'est l'accord de Lusaka. Évidemment. Vous comprenez? Donc le pays était balkanisé et avec l'appui de la communauté internationale. C'est pour ça qu'on a fait venir la MONUSCO pour essayer de voir si on peut encore recoller les morceaux. La MONUC à l'époque est venue, tout ça, en 2013, on a eu l'accord de Addis Abeba qui finalement a imposé aux uns et aux autres la RDC dans ses dimensions héritées de la colonisation, dans ses dimensions depuis l'indépendance. Donc, le pays vient de très très loin et les reculs actuels doivent nous alerter. Je l'ai dit tout à l'heure là. Kabila quitte le pouvoir en 2019, il laisse le pays et sans armée étrangère. Et la MONUSCO était dans la dynamique de départ. Il y avait déjà un engagement ferme. J'ai travaillé à la MONUSCO à Kinshasa, je sais de quoi je parle. Il y avait déjà un engagement ferme de départ progressif de la MONUSCO. Et pour preuve, en 2017-18, on est passé de 22 000 hommes à 17 000 hommes. Et c'était prévu que d'ici 2023, qu'on soit déjà autour de 10 000 hommes. Est-ce qu'on a avancé de ce côté-là? J'ai doute fort. Des doutes forts. Au contraire, la tendance c'est encore de renforcer la MONUSCO. Bon, aussi la MONUSCO est en train de partir, mais pour être remplacé par tout ce qu'on a comme troupes de EAC, c'est un choix qui a été fait. Je constate quand même aujourd'hui, on est en train de regretter ces choix-là. Aujourd'hui, on veut aller à la SADC. On rentre à la SADC. Certainement que la SADC pourrait nous aider comme nous a aidé en 2013, on le souhaite. Donc, aller aux élections pour les élections, c'est très dangereux. Il y a l'expérience, de bonnes expériences dans le passé, qui ont permis à ce qu'on puisse avoir une alternance pacifique. Ça ne coûte rien d'y penser. Ça ne coûte pas grand-chose. Il faut voir le pays, il faut voir la vie des individus, il faut voir le pays. Et il ne faut pas, les amis qui sont au pouvoir doivent éviter d'hériter les mauvaises pratiques. Plutôt, choisir ce qui était bien fait à l'époque, protéger, améliorer. Il y a eu la sagesse qui avait voulu qu'en 2016, les gens se mettent ensemble et trouvent un terrain d'attente. Ce n'est pas encore tard. La seule volonté de la CENI ne suffit pas pour donner des élections. Oui, la CENI a fait sa part de responsabilité avec beaucoup de faiblesses. On l'a dénoncé ici. Mais ce n'est pas la CENI qui compétit. Ce sont les politiques qui compétissent. Et les politiques, déjà, ceux qui sont dans les institutions commencent déjà à utiliser les moyens répressifs. Et c'est dangereux. En violation des lois de la République. Oui, les enfants dans le manifestation, ce n'est pas autorisé, mais ce n'est pas une raison de le brutaliser. La police est suffisamment outillée pour extraire les enfants dans les manifestations publiques. La police est suffisamment outillée pour extraire les violents dans les manifestations publiques. Elle est formée pour ça, elle est équipée pour ça. Donc rien ne justifie la violence policière. Absolument rien. Si derrière, il n'y a pas une doctrine qui veut plutôt imposer la peur. Si c'est la volonté, c'est imposer la peur, et là c'est dangereux. Donc, il y a eu la sagesse en 2016 qui peut nous aider encore aujourd'hui de sauver ce qui peut être sauvé, d'éviter les pires. Et c'est possible. Le fichier qui nous est présenté aujourd'hui avec toutes les statistiques,
Bon, toutes ces zones-là où il n'y a pas eu enrôlement, c'est qu'il n'y aura pas vote. Évidemment. Ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Parce que, évidemment, on a rassuré qu'à tout moment, l'enrôlement peut se passer à tout moment, dès que la situation se... Mais la répartition des sièges, on a ouais. réservé combien de sièges à ces zones-là? Donc, c'est vrai, la CENI avait proposé qu'on puisse reprendre le même nombre de sièges pour ces zones-là. Oui, mais les électeurs. Évidemment. Il faut qu'il y ait des électeurs. Quoi qu'il a. Avoir les 16, oui. Il faut avoir les électeurs pour avoir les élus demain. Évidemment. Mais les électeurs qui n'ont pas été identifiés à Rolin, qui va voter pour ces gens-là? Qui va occuper ces sièges-là? Qui va décider à ce que les élus passés reviennent? Donc, ce sont des questions sérieuses qui ne méritent pas un débat politicien. C'est un débat technique. C'est un débat citoyen. Où on a le sens de responsabilité. Parce que quand on est trop politicien, c'est très dangereux. Mais quand on est citoyen, on cherche des solutions à des problèmes. Parce qu'on analyse froidement la situation. Les politiciens sont sensationnels. Vous comprenez? Faire plaisir, on a parlé, on a crié, on a applaudi. Ça, c'est les politiciens. Mais les citoyens, c'est pas ça. Un citoyen pose des problèmes et cherche des solutions aux problèmes de sa cité, de son pays. Vous comprenez? Et c'est là que nous sommes. Donc il y a des problèmes majeurs. Oui, la CENI a déjà des conditions pour nous amener aux élections en décembre. Il a son fiche. La CENI a les corps électoraux. La législation sera complétée d'un moment à l'autre. Et probablement, l'argent lui sera donné. Mais, chers journalistes, à l'heure qu'il est, qui peut nous dire combien nous coûtent les élections actuelles? On n'a pas d'idée pour l'instant. Peut-être que parce qu'en 2006, tous les Congolais savaient c'est combien. En 2011, tous les Congolais savaient. En 2018, tout le Congolais savait les montants. Ça va nous coûter autant. Tous savaient. Mais aujourd'hui, qui a la réponse? Avec ce qu'on appelait à ce moment-là les contrées. Non, pas les contrées parce qu'on disait si c'est autant, c'est autant. Voilà. Il y avait certaines... Tout le monde savait les montants. Mais aujourd'hui, qui peut les dire? C'est combien? Donc il y a un problème également aussi sur la question de la transparence. Ça nous concerne tous, opposants ou non opposants, ça nous concerne tous. Tous devons savoir, parce que c'est notre argent. Pourquoi on a fait un secret des polichinelles? C'est qu'il y a un goussou, il y a un problème. Merci Oswald, je vais revenir. Eh bien, on est presque à la fin de l'émission. Les 20 salustes, nous sommes en train d'aller à la fin. Est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez ces craintes des uns et des autres dans ce studio, de Bernard Zagabe ou encore d'Oswald Roubacha, par rapport à l'organisation des élections? Est-ce que ce n'est pas le moment, évidemment, de commencer à se poser des vraies questions sur, par exemple, les questions de transparence, les questions d'inclusivité, les questions du climat politique qui entoure les élections, du climat sécuritaire, toutes ces questions autour de la légalité de ces processus, ou finalement de la légitimité? Est-ce que ce n'est pas le moment de faire un petit break et de se dire, est-ce que ce n'est pas le moment de se dire, finalement, parlons? En attendant, il faut rappeler qu'à Bukavu, un tremblement de terre venait de se passer et qu'on espère qu'il n'y a pas autant de dégâts parce qu'on a déjà eu la peur pour Calais. Et donc, on espère que prochainement, les autorités vont commencer à penser à des plans de gestion des catastrophes ou des risques parce que là, comme vous le savez, nous sommes dans une région sismique. Mais en attendant, parce que nous sommes dans le débat citoyen autour des élections, est-ce que ce n'est pas le moment de comprendre que ceux qui sont au pouvoir, la CENI également, et d'autres institutions se disent, nous quittons cet aspect militant pour parler de l'organisation sérieuse de ces processus? Je pense, M. Honner, que... Et l'aspect militant dénoncé par ailleurs sur ces je pense que j'ai y allé dire que les lieux qui est indiqué pour se parler, c'est dans les institutions. Pour le moment, toutes les institutions de la République fonctionnent normalement. On le sait. Ça fonctionne normalement. Et donc, lorsque je suis le pessimisme de notre frère Oswald, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je trouve que il ne fait que l'appendice de cette opposition perdue. Aujourd'hui, c'est une phalange même de cette opposition parce qu'il ne fait que appuyer
appuyer même des bêtises qu'on a observées dans les chefs de ceux-là qui ont organisé même des manifestations. Oswald pose des questions quand même importantes. Il n'est pas là pour poser des questions. Ok. Il n'est pas journaliste pour nous poser des questions. Non, il a quand même émis. Et donc, il donne les questionnements dont évidemment. il fait... Ces questionnements, il est quand même important. Bon, il a le droit comme Dis-nous, un ça coûte citoyen. combien les élections actuelles? Non, vous n'allez pas me perturber. ministre des Finances et de l'IDP. Vous n'allez pas me perturber lorsque vous me donnez la parole. Évidemment. Non, Vous me laissez aussi parler. Ok, allez-y, Quand vous avez la parle, parole. moi, Vous avez la parole. Pourquoi vous parlez? Mais ce questionnement est très important. Combien coûtent les élections, par exemple? Pourquoi d'ailleurs, j'ai vu que vous avez voulu répondre à Bernard. Vous allez prochainement inviter la centrale électorale. Nous y arrivons, ça va. Vous allez inviter la centrale, les membres de la centrale électorale pour ça. Ok. Lorsqu'il pose le problème des villes, évidemment. J'ai vu que vous avez voulu répondre à l'érection des villes. Ces villes n'ont pas été érigées aujourd'hui. Ça date de 2015. Pourquoi ces villes ou ces entités, et parce qu'il a fait allusion à Uvira, il a fait allusion parlons de Kamituga, il fait allusion même à la cité là de Minembwe et consorts. Mais l'érection de toutes ces entités administratives ne date pas avec l'avènement de Fachi. Ça date depuis 2015. Pourquoi eux, en 2018, lorsqu'ils ont organisé ces élections, ils n'ont pas tenu compte de ça? Et je vous dis, et la CENI a donné des réponses à cette question. Pour la CENI, ils ont considéré seulement les anciennes circonscriptions électorales telles que conçues dans les fichiers de 2018. Et donc, c'est ça la réponse à cette question. Dire qu'il y a des électeurs à Uvira qui ne se sont pas fait enrôler parce qu'on n'a pas considéré leur circonscription par la CENI, mais c'est archi faux. Lui-même, il est à Bukavu. Il dit qu'il n'est pas parti se faire enrôler. Lui, il est à Bukavu ici. Est-ce qu'on n'a pas considéré Bukavu comme une circonscription électorale? Mais oui. Il y a donc cette mauvaise foi de certains acteurs politiques à vouloir torpiller les processus électoraux. Lorsqu'on cherche à nous ramener sur la voie des dialogues, parce que quand vous parlez qu'il faut que les acteurs se parlent, ils se parlent pour résoudre quel problème? Parce que toutes les institutions de la République fonctionnent. C'est pour résoudre quel problème? Tous ces problèmes liés au processus électoral. Tous ces problèmes d'organisation. Quelle est l'alternative pour eux? C'est de ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais demain, ils vont dire que non, mais pourquoi vous n'avez pas organisé les élections dans les délais constitutionnels? Et donc, nous sommes responsables. Nous sommes des hommes d'État. Nous avons une constitution devant nous qui nous demande à tout le monde d'organiser les élections après 5 ans de législature dans les délais constitutionnels. Et on s'en tient à ça. Vous, c'est le délai qui est important. Les délais pas comment les élections vont se passer ou tout ce qui est lié à l'organisation de ces élections-là. Et bon, vous posez encore des questions aujourd'hui. Nous attendons en juin que la CENI puisse convoquer le bureau de traitement et de réception des réceptions et des traitements de candidatures. Nous attendons cet avènement-là. Et alors, ces gens-là qui sont encore en train de rêver qu'on va organiser un dialogue pour eux, pendant que l'ensemble de tous les Congolais ont déjà levé cette option de dire allons aux élections dans les délais constitutionnels, je crois que nos amis vont déchanter. Ce que vous dites comme ces cadres ici, je crois, ou ces cadres de votre parti politique, Elie Mugisho, je pense. Bonjour la prunelle. La situation politique en RDC est une résultante des méfaits politiques longtemps orchestrés par les prédécesseurs du régime actuel. Il est cependant important de signaler qu'il s'observe une volonté politique dans le chef du président Félix Tshisekedi et surtout ces nombrables changements dans tous les domaines de la vie, Elie Mugisho. Donc voilà, Bernard, on est à la fin. Est-ce que, quelles sont les propositions pour la fin, pour sortir de la crise? Non, parce que la crise, elle est visible. Qu'est-ce qu'il faut faire, finalement? Il faut retenir. Ah, même si Liévin dit il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Ok. Liévin dit qu'il n'y a pas besoin de se parler en dehors des institutions. Il oublie que leur pouvoir émane des assises qui ont lié
à Genval et après au Kenya, parce qu'il y a les hommes qui se sont parlé. De deux, Elie Mougi et Liévin pense qu'il a la maîtrise ou il a le monopole de définir l'avenir de ce pays. Nous constatons que les amis sont décidés à créer le chaos. Mais nous vous avons rassuré. En tout cas, la proposition, parce qu'on est à la fin de l'émission, on a beaucoup... Nous n'avons pas à proposer. Nous rassurons le peuple que pour les Congo, nous donnerons tout, même les sangs. Pour les Congo, nous donnerons tout, même les sangs. Pour dire qu'il y ait dialogue ou pas, qu'il y ait les assises ou pas, ça ne dépend pas aujourd'hui de nos amis de l'IDPS, ça ne va pas dépendre non plus aux amis de l'IDPS. Toute organisation des élections sans l'implication des autres parties prenantes, on va considérer ça comme la participation au congrès de l'IDPS. Ok. Et ses alliés. Merci Bernard, donc, on est à la fin. S'ils sont décidés d'organiser les élections, il y a l'environnement sociopolitique exigé. S'ils décident d'aller en congrès de leur famille politique, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez vous rassurer que sans l'implication de tous les acteurs politiques, nous allons bloquer la machine. Je l'ai dit, je ne suis pas venu hier dans la sphère politique. Nous allons bloquer la machine le moment venu. Merci Bernard. Nous allons d'abord rendre hommage à un militant, un fervent militant de cause des droits humains, Jean Bosco Kazamwali. Et on apprend qu'il vient de s'éteindre. En tout cas, nous venons de les lire sur toutes les plateformes en ligne et venant donc de sources, en tout cas un peu plus crédibles. Hommage donc à cet acteur de la société civile qui a été sur toutes les lignes. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que je vais donner la parole à Oswald, qu'il a connu et nous dire à la fin quelles sont les solutions pour sortir de cette situation. Ça devient très difficile pour moi parce que Casamance, c'est quelqu'un on a passé de très bons moments ensemble, beaucoup d'années ensemble. Mais paix à son âme, en attendant qu'on ait toute la précision. Évidemment. Sinon, pour clôturer, je vais seulement dire à notre collègue de DPS qu'aujourd'hui nous avons l'avantage que l'émission est en ligne et nous la brandit à tout moment prochainement. Et nous, on n'a jamais été perturbés par nous dire vous êtes de l'opposition, de la majorité. Notre discours est resté le même, nous sommes restés toujours très techniques et nous disons la vérité. Et parce qu'elle finit par nous rattraper tous. Il y a de bonnes expériences dans le passé qui ont sauvé le pays, qui ont permis à ce que le pays obtienne une tendance pacifique dont l'UDPS est bénéficiaire. L'UDPS devait tirer des leçons, de très bonnes leçons du passé, pour nous éviter les pires demain. Oui, la CENI a tous les moyens aujourd'hui pour organiser les élections, mais la seule volonté de CENI ne suffit pas. Il faut avoir des acteurs en présence. Et c'est là que nous disons que les acteurs institutionnels doivent éviter de créer des tensions inutiles par la répression des nations publiques, des nations politiques, mais aussi les acteurs de l'opposition. Ils doivent jouer leur rôle. Parce que nous voulons tous avoir des élections qui apaisent le pays, des élections qui participent à l'amélioration de la gouvernance de nos institutions. Il y a Kelly Mouland sur notre page Facebook qui dit pas élection, ce sera une tricherie, tout est mis en œuvre pour cela. Donc ce sera la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis pour cet autre numéro de Toute la vérité sur la Prunelle RDC et sur toutes les plateformes en ligne. Nous espérons pouvoir être peut-être en FM très prochainement pour le prochain numéro ou les autres numéros qui vont venir. En attendant, nous vous remercions en tout cas pour votre participation et nous continuons à vous rappeler effectivement que nous sommes toujours en pleine installation, en plein essai, et que bon, les erreurs techniques effectivement sont encore nombreuses, mais nous vous rassurons de la qualité qui va continuer à être recherchée afin de vous proposer les meilleurs de nos programmes. Nous espérons évidemment que vous serez là demain matin à 8h. Nous allons continuer à parler de ces climats politiques en République démocratique du Congo. Cette fois, ça sera avec des journalistes. Nous serons en ligne ici avec Madame Julienne Baseke, coordonnatrice des AFEM. Nous serons évidemment avec Monsieur Darius Kitoka, président sectionnaire de l'UNPC Sud Kivu, mais aussi avec Monsieur Aboubakar Kigabi, journaliste et coordonnateur du réseau de médias en ligne dans le Grand Lac Romel. Nous
Nous étions dans ces studios donc avec Oswald de Roubacha, expert électoral, acteur de la société civile. Merci d'être venu. Merci beaucoup, c'est journaliste. C'est encore courage pour la qualité de votre studio. Et il faut avoir le souci de la perfection. Voilà le type de Congolais que nous avons besoin pour notre pays. Merci Oswald. Merci Bernard Zagame d'être venu. J'espère évidemment qu'en attendant que vous pensiez Congo, élection, remplacement, accès au pouvoir, eh bien, on espère évidemment que vous allez continuer à soutenir évidemment la paix, l'amour, la paix surtout et l'apaisement pour un processus électoral, en tout cas pacifique surtout, ou pour un pays plus uni qu'avant. Le combat pour la sauvegarde de la souveraineté nationale étant notre vision principale, nous avons opté calme depuis qu'il y a eu des mouvements de révolution. Nous, au travers de notre leader, on ne s'est pas encore prononcé pour le fait je ne peux pas quitter ici sans pour autant vous dire que la nouvelle que vous venez de nous donner par rapport à notre ami, ça me touche parce que c'est un militant de première heure avec qui on a été à la société civile. On a milité pour bloquer le CD avec lui pendant longtemps et voilà, c'est lui qui nous disait ici, quelqu'un nous disait ici qu'il sera au pouvoir jusqu'à la rentrée de Jésus-Christ. Il ne sait pas les évidences de la vie. Dieu seul sait qui sera là demain. Merci. Ce qui importe, c'est le Congo. Merci. Donc, les Vincalistes, merci d'être venus sur ce plateau. Ce ne sera peut-être pas la dernière fois d'être là. Je les souhaite. Oui, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social du UDPS Tshisekedi qui vous remercie pour l'avoir invité aujourd'hui. Et nous gardons également une pensée pieuse, encore une fois, à notre ami de la société civile, un acteur Jean Bosco clé de la société civile qui venait de s'éteindre. En tout cas, c'est un choc pour nous parce que nous l'avons côtoyé, nous avons participé à plusieurs émissions avec lui. C'est vraiment une surprise désagréable d'apprendre ça dans ces studios. Et nous félicitons également votre initiative d'avoir une radio modèle, parce que vraiment vous avez un bon cadre d'échange pour les acteurs sociopolitiques. C'est dont nous vous remercions. C'est pour la toute première fois que j'entre dans votre studio et je trouve que c'est magnifique et nous vous encourageons. Merci, merci beaucoup. Donc, merci de nous avoir suivis. En tout cas, hommage à vous, Jean Bosco Wasso Kazamali, en tant évidemment, je suis journaliste également, mais aussi également membre de la société civile où je représente la composante média du bureau la composante média, donc au bureau de coordination de la société civile. Donc, je comprends la douleur aujourd'hui avec les acteurs sociaux, la douleur de ceux qui ont dit à diriger la société civile comme Oswald, ou ceux qui ont milité comme Bernard et tous les autres qui ont suivi les cheminements, les combats de cet acteur, de cet homme toujours prêt à discuter, toujours prêt à dialoguer, toujours prêt à taquiner, mais dans l'amour, toujours prêt à donner, à prêcher plutôt des valeurs d'unité que d'extrémisme sur le plan tribal. Je te connais comme ça également. Parce que parfois, quand on attendait d'ailleurs qu'il aille sur un débat clivant, il évidemment cherchait à parler plutôt Sud Kivu, nation, et c'était important. Donc, hommage à toi, Jean Bosco Wasso Kazamali, et hommage donc à tous ceux qui s'éteignent dans des moments encore cruciaux de la République démocratique du Congo. Hommage à tous ceux qui se sont bâtis et qui se battent encore pour un état de droit, un état où les droits de l'homme sont respectés, que la bonne gouvernance est prêchée tous les temps. J'espère que les acteurs sociaux vont continuer évidemment cette lutte et ces combats pour que la République démocratique du Congo soit celle que nous voulons tous et que les générations futures puissent en profiter. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement, donc demain à 8h, samedi, et avec le même plaisir. Au revoir. Miami, c'est comme un mot de